Merci de rester à l'écoute des programmes de Média 1. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Au Burkina, les autorités de la transition ont décrété la mobilisation générale et la mise en garde. C'est une première que le pays fasse recours à la mobilisation générale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette décision vise à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face aux attaques terroristes. Ces derniers ont fait plus de 40 morts, dont 6 militaires et une cinquantaine de terroristes neutralisés. Le président de la transition a aussi procédé à une réorganisation de l'armée de terre burkinabé. Quel impact de cette mobilisation générale dans la lutte contre le terrorisme? Comment accompagner le Burkina à faire face efficacement à la menace? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler du Bénin et du Rwanda, deux pays qui ont décidé de renforcer leur coopération militaire en vue de mieux faire face à cette menace terroriste dans le nord Bénin. Une décision intervenue à la suite d'une visite officielle du président Paul Kagame à Cotonou. D'autres accords ont également été signés dans le domaine de l'agriculture, du commerce, du développement du numérique. Comment faire bénéficier de l'expérience et de l'expertise du Rwanda les régions béninoises confrontées à la menace terroriste? Quel impact du renforcement du partenariat Sud-Sud pour mieux faire face au terrorisme? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Abdoukarim Diakhaté, vous êtes journaliste, directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda. Merci également à votre co-débatteur, M. Djibril Nying. Vous êtes analyste politique, également membre de la société civile sénégalaise. Merci également d'être là avec nous. Merci Daouda. Et déjà, que pensez-vous de cette nouvelle mesure des autorités burkinabées de transition? Je veux bien sûr parler de la mobilisation générale et de la mise en garde décrétée dans le pays. C'est une excellente chose parce que les autorités burkinabées et même les populations semble assimiler la situation actuelle à une situation qui s'apparente à une lutte pour le salut national. Et dans une telle situation, effectivement, il est bon, au-delà de l'armée professionnelle, de mobiliser toutes les populations, n'est-ce pas, pour faire face au péril, n'est-ce pas, le terrorisme étant ici assimilé, identifié comme un péril extrêmement grave qui menace l'existence même de la nation burkinabé. Mais je pense que il faut avoir une lecture plus générale, plus globale de la situation au Burkina. Entre 2014, le départ de Blaise Compaoré, et 2002, Marc Christian Kaboré, qui a été élu avec un suffrage qui avoisinait 57-58%, a pu, à mon avis, diriger, n'est-ce pas, dans le Burkina dans une sorte dans la stabilité. Dans la stabilité, je veux dire, plutôt qu'il avait tout le profil, n'est-ce pas, pour sortir le Burkina de la situation. Mais malheureusement, durant cette période également, le président Kaboré faisait face aujourd'hui à la menace terroriste et même sa réélection dont vous parliez tout à l'heure s'est faite aujourd'hui dans des conditions où même la présidentielle n'a pas pu être organisée sur une bonne partie du territoire parce que c'était une partie également occupée par ces groupes terroristes. Tout à fait. Je veux dire simplement qu'il avait toute l'expérience et tout le profil nécessaire pour sortir le Burkina de cette situation. D'abord, un ancien de la FEANF, n'est-ce pas, qui a pu être le moule, la matrice, n'est-ce pas, d'où sont sortis la plupart des dirigeants africains. Ensuite, il a été, disons, membre de la révolution avec, disons, sankariste, du mouvement sankariste, n'est-ce pas? Par la suite, il a aussi occupé plusieurs postes dans le gouvernement. Il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, il a occupé la défense, etc. Donc, il avait vraiment tout le bagage et tout le profil, toute l'expérience pour sortir. Donc, ce n'est pas un hasard qu'il ait été élu et
réélu par le Burkina, par la population burkinabé. Il semble que ce qui est arrivé par la suite, effectivement, sa réélection s'est faite sur une partie du territoire. Il y a 1000 et quelques bureaux, je crois, où l'élection n'a pas pu avoir lieu. Et d'ailleurs, même c'est cette menace terroriste dont vous parlez qui a emporté le président démocratiquement élu Roch-Marc Christian Kaboré, voilà, ainsi que son successeur, le colonel ou le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Et dans cette situation-là, Karim, ces attaques terroristes aujourd'hui, les civils engagés, en tout cas ces civils burkinabés, très engagés pour prêter main forte au gouvernement de transition, paient également un lourd tribut à travers les VDP, les volontaires aujourd'hui pour la paix, qui sont tués à l'occasion de ces attaques terroristes. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Effectivement, vous l'avez dit et je pense que Djibril l'a rappelé. Je pense qu'en fait, avec cette mobilisation générale, il s'agit en fait d'un sursaut national. Et c'est de bonne guerre également, on pourrait le dire. Parce que vous savez, les autorités de la transition ont vu effectivement, avec cette exacerbation des passions, cette occupation systématique du territoire, 40% du territoire burkinabé aux mains effectivement des groupes armés, cela était devenu intenable quelque part. Et je pense que ce sursaut qualitatif, pourrait-on dire, qui va peut-être permettre au peuple burkinabé de se retrouver ensemble. Et il faudrait commencer par rappeler également que ce n'est pas un fait inédit. Il y a eu une mobilisation générale. Il faut se le rappeler en 1974. Lors de la guerre avec le Mali. Lors de la fameuse guerre, ce qu'on a appelé laconiquement la guerre des pauvres, à l'époque avec le Mali, quand ils se disputaient la fameuse bande d'Agacher, et avec tout ce qu'il y a eu comme péripéties pendant 5 jours. Maintenant, si on voit actuellement le contexte, disons, actuel, avec donc tous ces problèmes, tous ces défis sécuritaires qui s'accumulent, il est effectivement apparu impératif pour les autorités d'y mettre un holà et de faire en sorte que le peuple burkinabé, d'une même voix, puisse aller ensemble, en tout cas vers des solutions durables. Et selon ces autorités burkinabées dont vous parlez, la mobilisation générale et la mise en garde à la situation sécuritaire sont aujourd'hui une façon de répondre plutôt à la situation sécuritaire actuelle. Selon vous, quelles conséquences cela pourrait avoir dans la lutte contre le terrorisme? Oui, bon, en fait, les conséquences sont connues. Vous savez, avec le désengagement de la force française Barkhane, déjà au Sahel, il y a eu un afflux, disons, de groupes armés. La plupart se sont un peu dirigés vers la région des 3 frontières. Et cette zone est devenue, en tout cas pour le Burkina Faso surtout, une zone de non-droit. Une zone où pratiquement l'administration du Burkina ne peut pas, même pour le cas actuel, se développer comme il faut. Maintenant, avec cette mobilisation générale, c'est vrai qu'il va être quand même, disons, quelque part impacté négativement par certains aspects sur lesquels nous allons revenir. Parce qu'il est évident qu'en s'arrogeant les pleins pouvoirs, la transition burkinabé va certainement se faire quelques ennemis intérieurs. Parce que quelque part, en fait, quand on dénie effectivement à une certaine couche de la population, certains droits. On parle de certaines libertés qui vont être restreintes. Nous y reviendrons tout à l'heure sur la question des libertés individuelles et collectives et même la question des droits humains. Monsieur Djibril Gningue, la mesure intervient quelques semaines après que le Burkina a décrété l'état d'urgence également en fin mars dernier et à la suite d'attaques répétées et meurtrières des groupes terroristes dans le nord du pays. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, je le cite, face à la situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina, le salut de la nation repose sur un sursaut national de l'ensemble des filles et des fils en vue de trouver une solution. Quelle lecture aujourd'hui faites-vous de l'évolution de cette menace terroriste au Burkina? Vous aviez commencé tout à l'heure à parler de ça entre 2014 et 2022. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, je veux dire simplement qu'à partir aussi de 2022, après en l'espace de 9 mois, il y a eu deux coups d'État. Donc il y a une sorte d'instabilité, en fait. Mais il s'y ajoute que Ibrahima Traoré, n'est-ce pas, qui a fait le coup d'État contre Damiba, il a suspendu l'Assemblée nationale, il a suspendu le gouvernement, et il dirige depuis lors par décret, n'est-ce pas. Ça, d'abord, comme a dit tout à l'heure Diakhaté, n'est-ce pas,
ça peut lui retourner une bonne partie de l'opinion, non seulement nationale, mais internationale, y compris la CEDEAO. Une situation de lutte pour le salut national, ça nécessite le salut national et une telle mesure. Mais justement, il le prend dans un contexte défavorable qu'il a participé à créer. S'ils avaient pris une telle mesure dans une situation où les institutions étaient en place et dans une situation où il y avait une unité, non seulement au sein de l'armée, mais au sein de la nation burkinabé, il aurait eu toutes les cartes. Mais est-ce que l'heure ne doit pas être à cela, Djibril Gningue, c'est-à-dire à cette unité-là des forces aujourd'hui de défense et de sécurité burkinabé et même des filles et fils, puisque l'ennemi commun en tout cas semble être les groupes terroristes et non les burkinabés entre eux, même si également ces groupes terroristes, certains sont burkinabés. Je pense qu'effectivement, il est important que face à un tel péril qui menace l'existence de la nation burkinabé elle-même, l'unité nationale soit effective autour de l'exécutif actuel, autour n'est-ce pas, de la transition actuelle. Quelles que soient par ailleurs, je crois, ces erreurs, comme on dit en Afrique, le linge sale se lave en famille. Je pense que les gens peuvent trouver les moyens de régler ces erreurs-là à l'interne, mais il faut que les uns et les autres puissent faire preuve de dépassement et faire une unité face à l'ennemi qui menace l'existence même qui menace le Burkina jusque dans son existence. Et faire preuve de dépassement pour mieux faire face aux groupes terroristes, ces groupes qui perpètrent et qui aujourd'hui multiplient plutôt les attaques, des attaques de plus en plus meurtrières. La dernière en date avait fait au moins 44 morts. Le 17 février dernier, ce sont également 70 militaires burkinabés qui ont été tués lors d'une embuscade tendue par des groupes terroristes dans le nord du pays. Les autorités, pour leur part, disent avoir capturé une cinquantaine également de terroristes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique, Karim, selon vous, que l'armée burkinabé jusque-là semble peiner à maîtriser aujourd'hui l'avancée, en tout cas, ou bien ces groupes terroristes? Bon, mais il y a une situation de fait. En réalité, c'est parce qu'effectivement, ces groupes armés qui sont dans un cadre de guerre asymétrique sont volatiles. Ce sont des groupes extrêmement bien organisés qui mènent pratiquement des opérations commando à effet très rapide. C'est-à-dire qu'ils se déploient de manière vraiment très très rapide sur le terrain et cela ne permet pas disons, aux forces de défense et de sécurité du Burkina d'être toujours en tout cas prêtes à apporter la riposte. Des deux roues et autres motos qui leur permettent de se faufiler. Exactement. Et on a vu que les supplétifs de l'armée burkinabé, on a parlé des volontaires pour la paix, se déploient, mais même malgré eux, il y a tout un tas de problèmes qu'il faudrait essayer de régler en aval. C'est vrai qu'avec le changement au niveau de l'état-major de l'armée, avec actuellement la nomination du lieutenant, du colonel-major Simplice Semporé, cela va certainement donner en tout cas une nouvelle dynamique à cette, disons, force armée, mais en même temps également, il y a une cohésion au niveau des hommes que cela va entraîner. Il faut également se dire que quelque part, c'est parce qu'effectivement, ces attaques ont été très meurtrières que beaucoup de populations se sont plus ou moins affranchies de leur devoir régalien de rapporter à l'autorité les difficultés sur place. Elles sont plus ou moins, dans certaines régions en tout cas, des complices. On a vu que l'État a tout fait. Dans un premier temps, dans le cadre de l'état d'urgence qui a été mis en place il y a quelques semaines, de faire en sorte qu'au niveau de 8 régions et exactement 22 départements, qu'il y ait en tout cas une mutualisation des forces pour aller en tout cas en riposte contre l'ennemi commun. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu une semblant de désorganisation et également un manque notoire, on l'a vu, de matériel. D'ailleurs, face à cette situation, le président Traoré a lancé aujourd'hui un fonds de solidarité nationale aujourd'hui à hauteur de 100 milliards de francs CFA pour venir en aide au VDP et aux forces armées sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous parliez tout à l'heure de la question des libertés et droits. Nous y sommes. Le décret de mobilisation générale et de mise en garde donne un cadre juridique
légale et à l'ensemble des actions aujourd'hui mises en œuvre pour faire face à la menace terroriste. Ce qui inquiète certains observateurs aujourd'hui, c'est que l'accent mis en tout cas sur la lutte contre le terrorisme aujourd'hui se fasse au détriment de la question du respect des droits humains et du droit international. Ne pourrait-on pas craindre donc de la restriction de certaines libertés individuelles et collectives et même une certaine violation des droits humains? Oui, c'est vrai, mais on dit également qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je pense qu'à la décharge de la transition, le président Ibrahim Traoré, en tout cas, et les membres du gouvernement du Burkina Faso ont pris les devants. Ils ont demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer. Et c'est le Conseil constitutionnel qui a donné son feu vert pour, en tout cas, la mise en place, en tout cas, de ce concept de mobilisation générale. C'est à partir de là que ce décret a été fait. C'est vrai que ce décret, quelque part, peut violer, entre guillemets, certaines libertés. On a parlé de la liberté de circulation, de la liberté de même au niveau du contrôle des médias. Mais cela également participe de ce qu'on a appelé le sursaut qualitatif qu'il faut au peuple burkinabé par rapport, en tout cas, aux exigences de l'heure. Parce qu'on est dans un moment où, effectivement, il faut mutualiser toutes les énergies pour aller combattre un ennemi commun. C'est vrai qu'il y a certainement des restrictions de part et d'autre, mais il faut s'en accommoder. Parce que quand l'intérêt national prime sur, en tout cas, certains aspects qu'on peut éventuellement reléguer un peu au second plan, je pense qu'il faudrait que tout le monde, en tout cas, aille à l'unisson vers, en tout cas, ce projet commun. Et M. Ning, vous, en tant que membre de la société civile, vous vous activez également dans la défense des libertés et des droits humains. Que pensez-vous aussi d'une telle mesure et des conséquences qu'elle pourrait avoir sur ces questions-là, à savoir la question des libertés individuelles et collectives et la préservation des droits humains? Oui, c'est effectivement une question très complexe. Je pense que c'est que le Burkina à lui seul ne peut pas faire face au terrorisme. S'il veut y faire face seul, c'est ça qui va l'amener à, disons, restreindre les libertés et à, disons, restreindre les droits de l'homme sans même pour autant que ça lui permette de résoudre, de faire face. Alors, ça pose le problème de la solidarité en Afrique. C'est ça que le problème ça pose. Je pense que dans le cadre de l'OUA, de 63 à 99, le problème en Afrique, c'était le colonialisme, l'apartheid, etc. C'était ça la priorité. Et en 2002, déjà en 99, au sommet de Sirte, en Libye, il y a eu la déclaration pour la mise en place de l'Union africaine. Donc, les gens ont vu que, en fait, l'apartheid, le colonialisme était quasiment vaincu, l'indépendance était quasiment recouvrée un peu partout. Par conséquent, l'heure était venue pour changer de paradigme. L'UA a été mise en place, et dans les objectifs de l'UA, y compris dans l'agenda 2063, la sécurité et l'intégrité du territoire des pays est en bonne place. Mais par contre, on a vu que l'UA a des limites à ce niveau-là. Et les limites de l'UA dans ce domaine-là, c'est la pauvreté, c'est les inégalités, c'est la corruption, qui interagissent avec les facteurs externes d'instabilité. Et par rapport même à l'UA dont vous parlez aujourd'hui, pour ce qui est des communautés économiques régionales, l'UA agit aujourd'hui au sein de ces pays-là qui font face à la menace terroriste ou à d'autres situations à travers ces communautés économiques régionales selon le principe de subsidiarité, que ce soit la CEDEAO, la CEMAC et autres. Mais même ces organisations aujourd'hui, pour ce qui est surtout de la menace terroriste, peinent en tout cas à financer cette riposte-là contre la menace. Est-ce que cela aussi ne constitue pas un problème? Vous avez tout à fait raison, Daouda, parce qu'effectivement, cela montre aussi que les organisations sous-régionales ne suffisent pas, n'ont pas les moyens. Et ça pose le problème des États-Unis d'Afrique,
qui est débattue à plusieurs reprises. En 2007, il y a eu le 8e ou le 7e sommet ordinaire de l'UA à Accra, et en marge, il y a eu un débat sur le gouvernement africain, qui devait être une étape importante vers les États-Unis d'Afrique. Mais il y a eu encore une fois la division. Le Sénégal, la Libye, Sierra Leone, Libéria, etc. étaient isolés parce que c'est eux qui voulaient un gouvernement tout de suite avec des ministres, des ministères souverains dans le cadre de l'armée, dans le cadre de l'éducation, de la santé, d'un certain nombre de questions stratégiques pour l'Afrique, de la sécurité, etc., etc. Et il y avait face à ce groupe-là les gradualistes, ce qu'on a appelé les gradualistes, qui étaient très nombreux, qui ont été plus ou moins rejoints par les sceptiques, vous voyez, par plutôt d'autres, je ne sais pas moi comment ils s'appellent encore, mais il y a en plus les sceptiques, l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, qui ont en tout cas tout au moins des positions cachées sur cette question, voyez. Et depuis 2007, il y a eu d'autres réunions sur ça. Il y a le groupe des 7 dirigé par Obasanjo sur la question. Bon, mais là aussi, il y a eu une division. C'est-à-dire, pour certains, le gouvernement, ça doit être la commission, aujourd'hui, la commission là, dirigée par Mahamat là. La commission africaine. Africaine doit être simplement, ça doit être une version de la commission améliorée pour avoir une supra-africaine, au lieu d'un gouvernement véritablement tel que défendu par le Sénégal, la Libye, etc., etc., avec une monnaie, une armée et des ministères, etc. Vous voyez, donc le débat encore là, il y a un manque de volonté politique, n'est-ce pas, pour régler cette question-là. Et il me semble que dès que cette question sera réglée, le gouvernement africain, on sera dans une étape décisive pour aller vers les États-Unis d'Afrique, qui sera la seule solution pour faire face à de tels périls qui dépassent les capacités des pays pris individuellement, de nos micro-États. Ce qui pourrait constituer un bon début aujourd'hui par rapport à beaucoup de situations que traversent certains pays du continent. Et Karim, sur le plan militaire aussi, il était reproché à l'armée burkinabé de ne pas être assez équipée, une situation à laquelle le président de la transition, le capitaine Traoré, tente en tout cas d'apporter une solution ou des solutions. Le gouvernement a accordé une garantie à une banque dans le pays pour acquérir du matériel militaire à hauteur de plus de 252 milliards de francs CFA dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes. Il s'agit d'une opération d'acquisition de matériel militaire, de surveillance et de combat. Aujourd'hui, une mesure salutaire au vu de la situation dans le pays. Bien sûr, parce qu'en fait, cette mobilisation générale requiert effectivement cette mobilisation donc d'énergie, de force, mais on a vu qu'effectivement, en dehors même de cet aspect matériel, il y a un recrutement massif de supplétifs, de jeunes militaires également qui vont venir pour un peu aider ceux qui sont un peu esselés au front, mais en même temps également, il y a cet effort de guerre. C'est-à-dire qu'on va demander quand même à la population, au peuple burkinabé, en tout cas de participer à cet effort, disons, de sursaut, on l'a dit, national. Mais en même temps, vous savez, c'est le doyen, M. Djibril l'a rappelé tout à l'heure, il est évident que nos pays n'ont pas les capacités suffisantes un peu pour faire face aux défis sécuritaires. Mais en même temps, également, il y a ce manque de cohésion au niveau régional, au niveau international. Nous allons certainement revenir là-dessus dans le second volet de l'émission. Mais il est évident que, pris individuellement, effectivement, les pays n'ont pas les capacités réelles pour faire face à ce type de menaces. Et les pays n'ont pas les capacités réelles et les voisins, en tout cas du Burkina, tentent également d'apporter des solutions. C'est le cas du Mali qui se dit prêt, en tout cas, à partager l'expertise malienne et les moyens maliens aujourd'hui de lutte contre le terrorisme avec son voisin. D'autres pays également sont prêts à faire pareil avec le Burkina, le Bénin et d'autres voisins également. Que vous inspire cette solidarité aujourd'hui des voisins à l'endroit du Burkina Faso face à la situation à laquelle elle fait face? Mais c'est absolument nécessaire. On a vu effectivement, il y a quelques mois, cette rencontre des ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, en tout cas autour de ces problématiques. Parce qu'il est évident que si on revenait un peu aux premières années d'indépendance, avec à l'époque le Conseil de l'Entente, avec des pays donc qui, ce qu'on appelait le cadre des cercles circonfériques,
discuter ensemble. Une solidarité aujourd'hui entre voisins que beaucoup de pays africains tentent de renforcer pour mieux faire face à la menace terroriste. C'est le cas entre le Rwanda et le Bénin qui cherchent à renforcer leur coopération militaire pour lutter contre le terrorisme ou les groupes terroristes qui sévissent dans le nord du Bénin. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief, Abdoukarim Diakhaté, à la tête d'une forte délégation, le président rwandais Paul Kagame a effectué une visite de 48 heures chez son homologue béninois Patrice Talon. Une façon aujourd'hui pour les deux pays de renforcer leur coopération dans divers domaines comme l'agriculture, l'industrie, le commerce et le développement du numérique. Que pensez-vous aujourd'hui de ce renforcement de la coopération entre Cotonou et Kigali? Écoutez, c'est une bonne initiative. Je pense que quelque part, le président rwandais, Paul Kagame, est en train un peu d'anticiper sur la ZLECAf, en tout cas prenant des initiatives pour aller voir effectivement d'autres pays et éventuellement collaborer avec ces pays-là dans le cadre de secteurs en tout cas beaucoup plus élargis. Vous savez, après le Rwanda, il s'est rendu en Guinée. Et je pense qu'également, de ce point de vue-là, cette coopération... Il a d'abord fait quelques heures à Bissau avant de poursuivre sa visite à Conakry. Voilà. Donc, en fait, c'est une bonne chose. Parce que vous savez, on a toujours eu une Afrique quelque part morcelée entre plusieurs, disons, entre plusieurs directions. Quelque part, l'Afrique de l'Ouest était quelque part, disons, cantonnée dans ses limites, disons, spatiales. Et quelque part aussi, des pays comme... les pays des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi et autres, étaient plus ou moins isolés. Et cela participe également de cette nouvelle dynamique que le président Kagame a voulu montrer. Parce qu'on a vu qu'il y a quelques années, il était venu au Sénégal pour également, dans le cadre de la coopération avec le Sénégal, avoir un certain nombre de relations commerciales entre les différents chefs d'entreprise et autres. Mais pour le cas précis du Bénin, ce sont effectivement des secteurs clés qui ont été, disons, discutés. Et le président Kagame a participé aussi régulièrement à beaucoup de forums de Dakar sur la paix et la sécurité. Absolument. La paix et la sécurité a également été au menu des échanges entre les deux dirigeants. Je veux bien sûr parler de Patrice Talon et de Paul Kagame, surtout face aux attaques terroristes dont le Bénin est victime, d'où leur choix de renforcer cette coopération militaire. Que pourrait-on aujourd'hui, qu'est-ce que le Bénin ou bien qu'est-ce que le Rwanda pourrait apporter de plus au Bénin, surtout dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme? Bon, mais mon analyse va se faire à deux niveaux. Vous savez, c'est vrai que le Rwanda a une certaine expertise dans, en tout cas, l'intervention armée au niveau de certains pays. On a vu le rôle important que le Rwanda a joué au Mozambique et en République centrafricaine. Quelque part, le Rwanda est un pays effectivement qui a su montrer ses capacités. La nature de la menace n'est-elle pas différente ici? Absolument. Également? Non, effectivement, en Mozambique, c'était contre une insurrection. En Centrafrique, c'était contre la rébellion, effectivement. Mais pour le cas précis du Bénin, je pense que quelque part, c'est le second volet de mon analyse, c'est là où il y a un problème. Parce que quelque part, quand le président du Rwanda se déplace en Afrique de l'Ouest pour venir régler, entre guillemets, des problèmes, en tout cas au niveau de la sous-région, c'est parce qu'il y a un déficit, un manque notoire, en tout cas un échec, on peut le dire, de cette intégration régionale. On a vu qu'effectivement, on a parlé de force d'attente pendant longtemps, aussi bien au niveau de l'Union africaine que de la CEDEAO. Et voilà que le Rwanda quitte pratiquement pour aller à des milliers de kilomètres de ces terres pour venir régler un problème que des pays, en tout cas autour du Bénin, pouvaient éventuellement régler. Bon, on peut dire également, à la décharge également du président Talon, que la menace est une menace, disons, pressante et réelle, et qu'il y a eu effectivement, quelque part, il faut le dire, un mutisme de la CEDEAO, justement, qui fait que devant le fait accompli, avec effectivement des incursions de groupes armés au niveau de la frontière nord du pays, une certaine attente, et cela, effectivement, peut être plus ou moins aidé par cet appui conséquent du Rwanda. Et avec une évolution de la menace terroriste de l'Afrique de l'Ouest vers ces pays du Golfe de Guinée comme le Bénin. Et par rapport à ce qu'a soulevé tout à l'heure Abdoukarim Diakhaté, qui parle aujourd'hui d'un échec ou bien en tout cas d'un manque d'intégration dans la région ouest africaine,
si aujourd'hui quelqu'un comme le dirigeant rwandais doit venir apporter son appui dans la lutte. Mais aujourd'hui, les deux présidents, à savoir le Bénin et le Rwanda, eux expliquent cela comme plus un renforcement de la coopération sud-sud aujourd'hui dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Puisque ce qu'on voyait le plus souvent, c'était que c'était des pays du Nord qui venaient avec des moyens logistiques ou financiers pour nous aider dans cette lutte-là. Donc eux, ils y voient plus les deux une forme de renforcement de la coopération sud-sud. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne innovation. Surtout dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, ce que j'appelais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui dans l'Union africaine, ce qui prévaut, la dominante, c'est les gradualistes dont je parlais, les minimalistes, c'était le concept que j'avais oublié, c'est ça qui est devenu majoritaire. Bon, dans le cadre d'une telle approche, effectivement, la ZLECAf, c'est une innovation majeure. Et cette coopération sud-sud, c'est une coopération majeure. Il y a effectivement un déficit d'intégration criard, très grave. Et les tenants de la thèse du gouvernement africain, n'est-ce pas, comme étape vers les États-Unis d'Afrique, c'était un argument de poids majeur dans leur argumentaire, dans leur démarche. Parce qu'en réalité, partout aux États-Unis, en Europe, en Inde, etc., un peu partout, en Chine. C'est la coopération intracommunautaire fait 70 à plus de 70%. C'est ça qui est le critère du développement d'ailleurs. Mais dans les zones non développées, arriérées, la coopération intercommunautaire peut être développée, mais la intracommunautaire, en Afrique, c'est entre 12 et 15%. En Europe, c'est 70, 80%, etc. Ce qui témoigne d'un certain déficit également d'intégration. C'est pourquoi la ZLECAf est bienvenue. Mais tant que ça restera dans les incantations, ça ne bougera pas. Peut-être que là, il se lève, il fait des milliers de kilomètres pour aller, disons, soi-disant, entre guillemets, régler des problèmes. On reste sur cette question de l'intégration. Je cite le président Kagame. Voilà. Nous avons nos forces militaires qui fonctionnent et qui travaillent en République centrafricaine, au Sud-Soudan, au Mozambique, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce contexte que nous sommes prêts à travailler avec le Bénin pour, bien entendu, nous prévenir par rapport à tout ce qui peut se produire au niveau de nos frontières et dans la zone. Donc, dans son explication, au-delà aujourd'hui même de venir en aide au Bénin, c'est une façon également pour le Rwanda de se prévenir par rapport à cette menace terroriste. Que pensez-vous aujourd'hui des résultats des interventions de Kigali dans ces pays cités par le président rwandais, que ce soit au Mozambique, au Sud-Soudan ou en République centrafricaine, où des forces rwandaises ont été déployées pour venir en aide dans le cadre du maintien de la sécurité? Oui, comme le disait Karim tout à l'heure, Kigali commence à accumuler, à capitaliser une expérience, une expertise en la matière. Au Mozambique, ils ont déployé un millier de militaires à la frontière, justement, pour appuyer. En Centrafrique également, même si la menace, les périls ne sont pas de même nature. Alors, donc, ils peuvent apporter à ces pays-là une expertise, un encadrement dans la formation, dans le coaching, etc. Vous voyez, je ne sache pas que Kigali puisse les appeler sur le plan logistique, par exemple. Peut-être pas sur le plan militaire, mais sur le plan matériel, mais sur le plan logistique, ils pourront, etc. Alors, mais là, ce qui est nouveau avec le Bénin et ces pays du Golfe de Guinée, c'est que la menace jusque-là était à un niveau continental. Maintenant, ça se déplace, l'axe se déplace vers les pays côtiers, qui, sur le plan économique, sont des pays plus assis, plus florissants, et où les intérêts des Américains et des Français, des Occidentaux, se trouvent beaucoup plus. Vous voyez, c'est tout ça à la fois qui fait l'intérêt justement non seulement de l'appui, parce qu'on va y venir, les Américains, les Français et autres sont en train de faire des programmes également avec le Bénin de lutte contre le terrorisme
De lutte contre le terrorisme, de lutte contre également la piraterie maritime très forte dans cette zone-là. Et peut-on s'attendre aussi à un déploiement des forces armées rwandaises dans cette zone, à savoir le nord du Bénin, comme cela a été le cas pour répondre à d'autres menaces, comme c'était le cas au Mozambique, en République centrafricaine ou dans d'autres pays? Oui, je pense que naturellement, on peut s'attendre à ça, puisque apparemment, Kigali a un niveau de conscience assez élevé pour voir que le terrorisme, en fait, c'est un phénomène de vase communicant. Voyez. Et nos frontières sont des frontières poreuses. Voyez. Donc, même si Kigali est éloigné de ces pays du Golfe de Guinée, de ces pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Il n'est pas exclu que demain, n'est-ce pas, Kigali doit faire face à un tel phénomène ou à un autre phénomène. Et c'est d'ailleurs ce qu'a soutenu le président Paul Kagame, que c'est une façon également pour son pays de se prévenir face à cette menace de plus en plus croissante. Voilà. Et Karim, cette intervention du Rwanda va plus s'opérer dans le nord du pays, à la frontière avec le Burkina. Je rappelais tout à l'heure que c'est de cette partie-là que la menace a progressé pour rejoindre ces pays du Golfe de Guinée-là. Quelle efficacité, selon vous, du renforcement de la coopération sud-sud dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Bon, mais écoutez, je pense que tout cela peut être ramené à ce que le président Patrice Talon lui-même a dit, qu'ils iraient peut-être beaucoup plus loin qu'on l'imagine dans cette coopération militaire. Mais en réalité, le bémol par rapport en tout cas à cet activisme entre guillemets du Rwanda, c'est qu'il y a eu l'exemple du Tchad qui a pu déployer des forces dans le cadre du G5 Sahel au Mali. Et même dans la région des 3 frontières, on en parlait justement, pratiquement 1200 militaires avant un peu de réduire cet effectif. Donc pour dire qu'effectivement c'est quelque chose qui est possible. Les Rwandais peuvent venir effectivement apporter cette expertise-là au niveau donc de la frontière nord. Mais quelque part également, je me dis que est-ce que finalement le Rwanda n'aurait pas obtenu une franchise des Américains ou des Français pour agir un peu en toute liberté? Parce que quelque part, on a comme l'impression qu'avec ce désamour de la France, avec un peu ce sentiment anti-français au niveau donc de la zone du Sahel, et le fait que le problème s'est déplacé un peu vers la côte, est-ce que les Américains, qui de toute façon vont gérer tout le temps le renseignement, ne sont pas un pas en arrière pour appuyer, d'autant plus qu'il y a eu des officiels américains qui se sont déplacés à Kigali. Il y a eu Jill Biden, la première dame, qui est partie au Rwanda. Il y a eu le secrétaire d'État et d'autres officiels américains qui sont partis. Ça fait juste 2 ou 3 mois. Par conséquent, on peut toujours voir cette coopération, disons, bilatérale entre le Rwanda et le Bénin comme du pain béni, mais en même temps également, ce n'est pas quelque chose de... Mais au-delà du Bénin également, Karim, le président rwandais multiplie aujourd'hui ses visites en Afrique de l'Ouest et dans ce golfe même de Guinée. Une façon pour lui de renforcer davantage cette coopération sud-sud qu'il promeut. Après le Bénin d'ailleurs, on le rappelait tout à l'heure, il a été à Bissau pour quelques heures avant de poursuivre aujourd'hui, rencontrer son homologue bissau-guinéen Embalo, qui a été le premier aussi à faire le déplacement sur Kigali. Et après Bissau également, il était à Conakry pour une visite de 48 heures où il a été reçu aussi par son homologue, le colonel Doumbouya. Déjà, que pensez-vous de cette diplomatie? Ou bien est-ce que ce n'est pas plutôt aussi une diplomatie de bon voisinage que le Rwanda veut prôner à l'issue aujourd'hui de ces différents périples du président Kagame? Écoutez, je pense que le premier, il faudrait considérer que le premier cercle du Rwanda, ce serait peut-être l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, la région des Grands Lacs. Il y a de ce côté-là un voisin très puissant, la RDC, qui a eu des accointances, des problèmes, il faut le dire, un peu fâchés avec le Rwanda. Et justement, on s'attendait à ce que quelqu'un comme Étienne Tshisekedi puisse mener ces pas-là. Mais c'est parce qu'il y a au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas... Félix, le fils plutôt. Félix, je veux dire, Félix, justement. En fait, c'est qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, des pays comme le Nigeria, des pays comme le Ghana, ou peut-être dans une moindre mesure le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ne me semblent pas jouer pleinement leur rôle. Si un pays comme le Rwanda, justement, quitte
On a parlé de milliers de kilomètres pour venir ici. C'est vrai, dans le cadre de la coopération africaine, c'est bien. Mais venir, en tout cas, apporter une expertise en matière, surtout de sécurité, alors que des pays comme le Sénégal, justement, et le Nigeria n'ont rien à apprendre dans quelconque autre pays africain. Et on fait aussi leur preuve dans ce domaine et même dans le domaine de la prévention de cet extrémisme violent pouvant aboutir à ces attaques terroristes. Et depuis tout à l'heure, Djibril, vous revenez également sur la nécessité aussi que l'Union africaine s'implique davantage face à cette situation et même les communautés économiques régionales. Le 28 mars 2023, d'ailleurs, s'est tenu le premier débat phare organisé par la présidence mozambicaine du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ce qui a porté d'ailleurs sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent pour le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les organisations et mécanismes régionaux. Peut-on ainsi s'attendre à un renforcement de ce cadre-là de coopération plus efficace aujourd'hui entre les Nations Unies et ces mécanismes régionaux, puisque cela aussi est souvent reproché aux Nations Unies par ces mécanismes régionaux, qu'ils ne sentent pas souvent aussi leur implication par rapport à cette lutte ou bien par rapport à cette menace terroriste. Oui, oui. En tout cas, je pense que ce serait très bienvenu parce que l'Afrique veut plutôt une place au Conseil de sécurité. Et participer au débat et aux mesures qu'on va prendre pour l'Afrique, sur le plan sous-régional, sur le plan régional, etc., etc. Et ça, ce serait mieux que, voilà, ce soit dans le cadre d'une coopération entre les Nations Unies, le Conseil de sécurité, où il y a d'autres pays, siègent d'autres pays, qui peut-être ont même des intérêts dans ces sous-régions-là, n'est-ce pas? Donc, vont décider sans nous, sans l'Afrique, vous voyez. Donc, faute de mieux, on pourrait se contenter de ça, mais je pense que justement, c'est l'occasion pour que une place soit faite pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Une revendication qui date de plusieurs années, ainsi que aussi une place de l'Afrique pour le G7. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'on ne sent pas en tout cas trop d'avancées, à part aujourd'hui la présence d'un pays africain ou d'un autre comme membre observateur de façon tournante à ce Conseil de sécurité? Pourquoi on ne sent pas trop d'avancées sur ces points-là, comme une place permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité ou une place permanente de l'Afrique au G7? Mais oui, c'est ce que je disais tantôt. Mais pourquoi on ne sent pas trop d'avancées, puisque depuis plusieurs années, en tout cas, on plaide pour cela. La question est bien posée. Mais ça repose les États-Unis d'Afrique. C'est que tous les continents, toutes les zones, voyez, on a affaire à des États-continents aujourd'hui. La Chine, ce n'est pas un État, un micro-État, c'est un État-continent. L'Inde, c'est un État-continent, etc. La Russie. L'Europe, etc. Et la modification de la géopolitique mondiale aujourd'hui se joue entre eux. Mais est-ce que cette modification de la géopolitique mondiale ne risque pas aussi de rendre difficile la tâche pour l'Afrique? Mais si, justement. L'assassinat de Kadhafi, c'est quoi? Parce que Kadhafi était prêt à financer justement les 90% de cette banque continentale pour une nouvelle monnaie africaine. Ça allait faciliter tout de suite ce gouvernement africain, qui serait, comme je disais tout à l'heure, une étape décisive vers les États-Unis d'Afrique. Et ce n'est pas de l'intérêt des pays occidentaux, parce que l'Afrique se passerait bien, après, par la suite, de leur aide, et même de certaines mesures de la Banque mondiale et du FMI, et seraient tout à fait souveraines. Donc, ils feront tout pour freiner l'Afrique, justement, pour que l'Afrique ne se retrouve pas. Parce que dès que l'Afrique sera un État homogène, uni, avec une supranationale, elle pourra être une interlocutrice respectée et respectable, justement, pour revendiquer et avoir sa place, non seulement au Conseil de sécurité, mais partout où le destin du monde se joue. Mais est-ce que cela sera aussi chose aisée, Karim, au vu même de la situation sur le continent, au niveau des différentes régions que l'on connaît, que ce soit la région nord, la région ouest, la région centre et la région est et tout? Est-ce qu'aujourd'hui cela serait chose aisée? Déjà que cette intégration au niveau de ces régions que je viens de citer n'est pas tout à fait aboutie, est-ce qu'il serait facile d'arriver encore à ce gouvernement ou bien à cet État, ce super État africain? Oui, mais même au-delà des objectifs de l'agenda 2063,
de l'Union africaine, il y a la réalité que constitue actuellement la ZLECAf. Parce qu'avec cette nouvelle, disons, configuration géopolitique, pour ne pas dire même géoéconomique, quelque part, l'Afrique, effectivement, a véritablement l'occasion de montrer au reste du monde sa véritable place, je veux dire. En fait, l'Afrique est capable de jouer dans la cour des grands, si l'on peut dire. Vous savez, ce n'est pas pour rien que des pays, enfin un pays comme l'Afrique du Sud, et au niveau des BRICS, Djibril l'a rappelé, des pays comme le Brésil, 8 500 000 km², l'Inde, 8 millions à peu près, la Chine, 9 millions de km², mais l'Afrique c'est 30 millions de km², 54 États, et avec pratiquement plus de la moitié des ressources minérales de la Terre. Par conséquent, je pense qu'on a déjà un potentiel. Et on a un capital humain également. Mais est-ce que le principal problème, Karim, ne se situe pas au niveau de l'intégration? Vous avez donné l'exemple de la ZLECAf. Oui, la ZLECAf, elle est là, d'autres modèles d'intégration. Mais est-ce que cette intégration, elle est aboutie comme il se doit? Je donne juste un exemple. Rien qu'au niveau de la région ouest africaine aujourd'hui, dans certains pays de cette région ouest africaine, une fois que vous y allez pour y séjourner, par exemple pour un long séjour, il vous faut une carte de séjour, il vous faut une carte de non-citoyenneté et tout. Et pourtant, on est dans l'espace ouest africain. Pour certains pays même, il vous faut le visa pour y séjourner et c'est toujours dans la même région. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi résoudre au préalable ce genre de problème ou ce genre de situation? Absolument. Justement, ce sont ces pesanteurs-là que la ZLECAf a défini déjà. Je pense qu'au niveau de la ZLECAf, il y a une bonne perception de ces problèmes. Effectivement, je pense que c'est le problème de l'intégration qui est posé. Même au niveau de l'Union africaine, à longueur de sommet, les gens en parlent. Et c'est devenu maintenant un défi pour pratiquement tous les États africains. C'est devenu une exigence. On sait que de toute façon, on va aller vers un regroupement donc, de tous les États. Par conséquent, ces pesanteurs-là doivent être levées. Et je pense que l'Afrique, en tout cas, est en bonne marche vers cela. Et Djibril, en mars dernier, lors de l'ouverture des travaux de la réunion plénière de l'Accra Focus Group relevant de la coalition mondiale contre Daesh, co-présidée par le Maroc, les États-Unis, l'Italie et le Niger, le Maroc s'est dit disposé à partager son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent avec ses voisins ou bien ses frères des États africains. C'est ce qu'a laissé entendre en tout cas le directeur des questions globales au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Ismaël Chekouri. Comment aujourd'hui ces pays africains affectés par la menace terroriste pourraient coopérer davantage avec le Royaume dans ce sens? Oui, je pense que les pays africains ont tout intérêt à coopérer avec le Royaume du Maroc, qui de plus en plus est en train de jouer un rôle important en Afrique, en tout cas sur le plan économique jusqu'ici. Et tout dernièrement, il y a ce gazoduc qui est programmé avec le Nigeria. Pour le Maroc. Et je pense que la démarche est très ouverte parce qu'il est permis à tout autre État de participer au financement, n'est-ce pas, du gazoduc d'après les informations que j'ai pu glaner ici et là. En tout état de cause, ça pourrait servir à plusieurs États, n'est-ce pas, africains. Alors que maintenant le Maroc soit prêt à partager son expérience en matière de lutte antiterroriste, je pense que en tant que membre de l'Union africaine, c'est vraiment une initiative. Et actuellement aussi membre du Conseil de sécurité de l'UA. Ah ben voilà, je pense que c'est très bienvenu, très bienvenu. Je pense que le Maroc, vraiment, est un très bon partenaire, déjà qui coopère avec beaucoup de pays africains. Et je pense que c'est peut-être ça, c'était quelque chose qui manquait, un aspect qui manquait dans cette coopération et qui va peut-être donner à cette coopération avec les pays africains au sud du Sahara un nouvel élan. Et Karim, au-delà des aspects économiques et de cette coopération économique forte entre le Maroc et ses pays africains, le Royaume également a fait ses preuves pour ce qui est de la prévention de l'extrémisme violent, de la lutte contre le terrorisme et autres. Comment cette expérience, selon vous, pourrait être partagée avec ces États africains aujourd'hui qui font face à la menace ou bien même qui sont frontaliers à d'autres pays qui font face à cette menace?
Mais parfaitement, je pense que le Maroc a en tout cas tous les outils adéquats un peu pour effectivement en tout cas apporter une expertise de taille aux États africains. Déjà, le Maroc est effectivement, vous l'avez rappelé, dans le comité de paix de l'Union africaine. Et le Maroc, même de par sa présence au plan économique, effectivement participe de cette anticipation de la ZLECAf dont je parlais. Vous vous souvenez, quand le roi se déplace, il vient tout le temps avec des dizaines d'entrepreneurs dans tous les domaines d'activité. Cela déjà préfiguré ce que devrait effectivement être la ZLECAf. Par conséquent, je pense que les États africains ont tout à gagner dans ce partenariat avec le Maroc. C'est un partenariat très ouvert, avec des en tout cas, bénéfices de part et d'autre, un partenariat gagnant-gagnant, comme on pourrait dire. Et en réalité également, le Maroc, de par son expérience, moi j'ai été en juillet 2011 à Casablanca, à l'époque, avec les problèmes d'attaque et autres, et on a vu avec quel sang-froid et quelle détermination l'État marocain, le royaume du Maroc a pu réussir à juguler tous ces problèmes. Et cela peut servir effectivement de cadre, en tout cas d'anticipation pour nos autres États, et également un levier pour une coopération plus dynamique. Davantage renforcer la coopération entre ces États africains pour mieux faire face aux menaces auxquelles les pays africains sont confrontés. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Djibril Gning. Vous êtes membre de la société civile sénégalaise, également analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ça a été un plaisir. Toujours un plaisir également de partager le plateau avec vous. Un plaisir aussi, Abdoukarim Diakhaté, un confrère. Vous êtes journaliste, directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci encore, Daouda, et tous mes voeux de bonnes fêtes pour tous les musulmans du monde, de la Oumma islamique, et en particulier de mes amis du Maroc. Merci beaucoup. Très bonne fête à vous tous qui nous suivez également. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.